Bonjour à tous et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio qui prend son envol sur le net et bientôt la télévision aussi qui prend son envol sur le net. Tout ça grâce à notre master mix, Monsieur Francis Pronzola. C'est le 7-8 Sport, votre émission de débat sportif dans les Yvelines. Et au sommaire de ce numéro, on parle de Thiago Alcantara. Dans une interview accordée au quotidien L'Équipe du vendredi dernier, l'international espagnol de Liverpool déclare qu'il déteste le football moderne avec la VAR, le manque de magie, le manque de vrai numéro 10 à l'ancienne. En somme, le foot d'aujourd'hui est devenu plus ennuyeux, plus calculateur. Êtes-vous d'accord avec lui ? En recrutant l'international italien Gianluigi Donnarumma alors qu'ils ont déjà Keylor Navas qui fait de bonnes choses dans les buts et qui est aimé de tout le vestiaire du PSG, est-ce que le club parisien n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied en termes d'ambiance dans le vestiaire à venir ? Samedi dernier, l'équipe de France a été accrochée par une valeureuse sélection de Hongrie. Match nul 1, but partout. Didier Deschamps s'est-il trompé dans le choix de ses hommes lors de ce second match de l'Euro ? Nos experts en débattront. Après une saison galère, jalonnée par les blessures, Eden Hazard a récemment déclaré qu'il veut être le nouveau patron du Real Madrid. En a-t-il l'étoffe ? L'en croyez-vous capable dans une équipe où, même sans Sergio Ramos, il y a encore des tauliers, il y a encore des cadres influents ? Le président du FC Barcelone, Laporta, a déclaré devant ses socios samedi dernier que le projet Super League n'était pas définitivement enterré. Il déclare en outre que les sanctions de l'UEFA sont tellement faibles que ça les encourage à tenter une prochaine fois de créer cette ligue. Qu'en pensez-vous ? Et puis nos invités donneront leur coup de cœur, leur coup de gueule de la semaine. Attachez vos ceintures, on revient dans une minute. Avec moi, deux habitués de la maison, coach Yacine Ferguson. Comment ça va, Yacine ? Ça va, Malik, en pleine forme aujourd'hui. Et Morgan Artaud, entraîneur, joueur, buteur, tout ce que vous voulez. Comment ça va, Morgan ? Ça va très bien, merci, Malik. Il sait tout faire. Et puis Francis Pronzola, le Master Mix, grâce à qui vous pouvez nous entendre partout dans le monde entier. Alors, messieurs, Thiago Alcantara, milieu de terrain international de l'Espagne, a déclaré que lui, le football de maintenant, ça l'ennuie. Il le déteste parce qu'il y a la VAR, il y a plus de magie, parce que même le football d'avant, avec les erreurs d'arbitrage, c'était encore du football qu'on aimait. Mais aujourd'hui, tout est devenu calculé. Il n'y a plus de folie, il n'y a plus de magie. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Yacine ? 100% d'accord avec Thiago Alcantara. Et je l'ai toujours été. Le peu d'interviews qu'il a accordées et le peu de fois où il parle de football, j'ai toujours été d'accord avec cette vision-là. Je ne sais pas si c'est la nostalgie qui me fait parler, parce que des fois, parfois, on peut être un peu nostalgique de l'ancien temps et de l'ancienne époque qui était pour moi beaucoup plus animée et beaucoup plus ambiancée. Mais sur presque à 99% sur tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec cette vision du football qui est un peu aseptisée. Et on attend de voir s'il y aura des évolutions prochainement, mais il a pas assez parlé, je pense, de même des nouvelles lois sur l'arbitrage. Il n'y a pas que la VAR. Et la VAR, c'est une partie de l'arbitrage, bien sûr. Mais voilà, l'interprétation a beaucoup changé depuis quelques années. Moi, il y a surtout cette règle qui m'embête. On laisse jouer l'action, il y a hors-jeu, le juge de touche, il dit rien, on laisse se dérouler l'action, et puis après, il revient, il lève son petit drapeau. Morgan, que pensez-vous des déclarations de Thiago Alcantara ? Déjà, je vais revenir sur ce que vous dites. Dans ces cas-là, les arbitres de touche, ils ne servent plus à grand-chose. Parce que ils affluent pas dans le jeu à part dire c'est pour l'Espagne ou c'est pour l'Italie, donc voilà, l'arbitre de touche, c'est à se poser la question d'aujourd'hui de leur utilisation. Maintenant sur les déclarations de Thiago, moi je suis assez d'accord avec ça. Moi, pour avoir joué, je suis plus en fin de carrière qu'en début, mais pour avoir un poste d'attaquant, quand on marque un but, c'est la joie.
C'est la joie d'une action qui se déroule. Donc, on vous le dit, s'il y a hors-jeu au départ, au moins on le sait. Là, l'action peut durer un moment. Ouais. On va marquer, tout le monde est heureux parce qu'on met le but du siècle, on met une reprise de volée à l'entrée de la surface, mais il y a eu hors-jeu 18 fois avant. Et donc, du coup, derrière, nous, on est l'euphorie, c'est l'Euro, c'est une grande compétition. Ça peut être une Coupe de France, une Coupe des Yvelines, une Coupe de l'Eure, on s'en fout. Mais au final, déjà, il y a la joie. Tout le monde se dit, ouais, j'ai marqué un super but, derrière, il n'y a plus rien. Je trouve, oui, on est plus nostalgique d'un Zidane, de joueurs comme ça, des joueurs un peu à l'ancienne, des Véron, des Ortega, des Riquelme. On peut en citer plein. Voilà, on peut en citer bien, des joueurs qui avaient cette capacité technique, des Bergkamp. Exactement. Voilà, des joueurs qui avaient ça dans le sang et qui étaient capables sur un contrôle, sur une passe de nous faire quelque chose. Aujourd'hui, on est dans des systèmes où on va directement vers l'avant. Et il n'y a plus de transition avec un vrai 10, comme l'a dit Thiago. Et c'est vrai que maintenant, le 4-3-3 est beaucoup utilisé en pointe basse. Il n'y a plus de pointe haute. Donc, c'est vraiment que des relayeurs, ce que tu disais tout à l'heure à off. Exactement. Un peu à la Pirlo, des ballons longs dans le dos et tout ça. Et c'est vrai qu'on a plus magicien du milieu de terrain qui pouvait... Il y a les Italiens, ils sont bons dans ça, pour utiliser des termes pour définir les joueurs. Et ce poste-là du numéro 10, ils appellent ça le trequartista. Ouais, En fait, c'est le mec, c'est le créateur. C'est à l'époque Boban, à l'époque du Milan AC, Rui Costa, ce type de joueur. Ça n'existe plus. Ouais, Il n'y a plus ce style de joueur là. Il y en a qui essayent de jouer de cette façon là, mais ça n'existe plus. Et par rapport à ce poste là, ça a complètement changé. Et Thiago en parle aussi, parce qu'il était 10 au début, comme on en parlait tout à l'heure, Malik. Et c'est vrai que c'est un poste qui permettait quand même d'assurer une créativité et de la technique au milieu de terrain qu'on voit un peu moins maintenant. C'est vrai que c'est un peu plus aseptisé. C'est beaucoup plus un jeu en possession et en transition rapide. Et il y a un peu moins effectivement cette qualité là au milieu de terrain. On parlait de tous ces noms, mais quand moi j'étais jeune, mais en 98, quand tu as une équipe avec un Nigeria, avec un Gigi Okocha, un Véron, un Ortega, tout ce genre de joueurs. De toute façon, c'est les Argentins qui aiment bien ce poste-là. Voilà, tu vois. Là, à cette époque-là, tu avais quand même des joueurs, même qui décrochaient, à l'époque de l'Italie, avec des Del Piero. Avec Roberto Baggio aussi. Voilà, des Baggio, tout ça. Et ça, c'est vraiment le petit joueur qui nous manque au milieu. Et c'est un peu la transition que je ferai. En équipe de France, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Depuis que Zidane est parti, on n'a jamais trouvé. On a cru en Gourcuff, qui n'a jamais rien fait. On a cru en Nasri, qui n'a pas forcément bien fait, on voit le fin de sa carrière. Et aujourd'hui, on n'a pas ce joueur qui est capable de faire l'étincelle. Moi, j'aimerais revenir sur l'arbitrage. J'ai regardé un match, alors je ne me souviens plus dans quel championnat c'était. Il y avait un penalty pour une équipe. Et avec la VAR, on est revenu. Et finalement, ça a été un penalty contre l'équipe adverse. Voilà, c'est cette magie-là qui manque aujourd'hui dans le foot. Moi, je l'ai toujours dit, ce qui me fait aimer le football, c'est ses erreurs. Parce que s'il n'y avait pas d'erreur, et s'il y avait autant de... on revenait à chaque fois aux actions initiales, on s'arrêterait plus, on perd du temps. Déjà, c'est une perte de temps totale. La dernière fois, j'ai vu 9 minutes ou 10 minutes d'arrêt de jeu juste parce qu'on laisse dérouler les actions. Ensuite, pour tout ce qui concerne le football, par exemple, on n'aurait pas pu assister à la main de Maradona à l'époque. C'est quand même, même si c'est une main, c'est un événement. La main de Vata à l'époque de Benfica à Marseille. Voilà, il y a eu plein d'événements. Bien sûr, il y a eu plein d'événements. Après, moi, la seule technologie qui permettrait d'aider l'arbitrage pour laquelle je suis favorable, c'est celle de la goal line. Parce que l'essence du football, c'est le but, et que pour moi, c'est normal que à partir du moment où le ballon a franchi la ligne, j'en suis d'accord. Mais la VAR, j'ai toujours été contre, je serai encore contre. C'est peut-être ma provenance du milieu amateur qui me fait dire ça aussi, parce que dans le milieu amateur, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de preuve. Donc voilà, mais c'est ce vice-là que j'aime bien, moi. C'est le coup de tête de Zidane sur Materazzi. C'est ce genre de choses. C'est des événements qu'on ne pourra jamais oublier, et que s'il y avait eu la VAR à l'époque, on n'aurait peut-être pas assisté à autant de magie. Si il y aurait eu la VAR, on ne serait pas qualifié contre l'Irlande. Aussi, Henry, on serait encore à la maison. Non, mais c'est des petits éléments, donc je suis d'accord avec toi. L'essence même du football. Souvenez-vous, il y a 1 an ou 2, on était encore dans l'autre studio où je vous disais, est-ce que finalement, on n'est pas en train de remplacer l'homme par la machine ? Bah si. Voilà, mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on peut revenir en arrière ? La machine est dirigée par qui ? Pas par les hommes, je veux Oui, bien. voilà, c'est pour ça. Dans le camion de la VAR, c'est un homme qui dirige. Donc, à partir de ce moment-là, c'est toujours un homme qui gérera la machine. Parce que la machine, elle n'a pas l'émotion. Elle n'a pas le cœur, elle n'a pas la passion, ça n'existe pas. On ne peut pas installer ça dans une machine. Ça n'existe pas. Oui, donc, mais est-ce que les arbitres, justement, ça amoindrit leur responsabilité dans un match ? Ah, bien sûr, bien évidemment. Parce que maintenant, ils se disent quoi ? Même si je fais une erreur, c'est pas grave, il y a la VAR. Donc, ils prennent plus de risques. Pour moi, ils ont un rôle largement amoindri par rapport à leur rôle d'avant. Et je trouve que même dans la psychologie, je les trouve
je sais pas, un peu moins pédagogue, un peu moins proche des joueurs. À un moment donné, il y a un arbitre sans faire exprès, il s'est fait pousser sur un corner, je crois que c'est le match de la Finlande. Il se fait pousser, il commence à se retourner, mais mais calme-toi, tranquille, il a pas fait exprès. Là. Tu vois, imagine, il était à 2 doigts de demander la VAR pour voir ce qui s'était passé dans son dos. Non, faut arrêter. Ouais, Donc, il a confondu Tony Chaperon. Morgan, je reviens au jeu. Vous qui êtes attaquant mais avant-centre, il y a de moins en moins aussi d'avant-centre nominatif dans le football. Aujourd'hui, un des derniers spécimens, c'est Lewandowski. Oh, il en reste, Malik, quand même, un petit peu. Oui, mais de moins en moins. Parce qu'ils sont moins formés. C'est-à-dire chez les jeunes, il y en a moins. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Et après, il y a une différence aussi, peut-être au niveau des gabarits aujourd'hui, qui sont plus les mêmes qu'avant. Après, aujourd'hui, on forme beaucoup les jeunes à jouer un peu à tous les postes. Et ils se décident très tard dans leur formation au niveau des postes. Aujourd'hui, si on a un jeune qui court très vite et qui n'a pas forcément de technique, on va lui dire tu vas aller devant, comme ça on va te mettre un ballon et puis tu vas y accélérer. C'est sur les petits clubs, je parle, sur des clubs structurés, on va essayer de le former à un geste d'attaquant, à une position, à faire des appels contre appels, à faire des bons mouvements avec et sans ballon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a très très peu. Bon, il y a Lewandowski, il y a Lukaku qui est en train de prendre un... Icardi, voilà, mais après il y a quelques spécimens comme ça. Voilà, mais vous parlez vraiment du joueur de surface comme à la Trezeguet ou le gars qui bouge pas beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'attaquants mobiles. À Naples, il joue beaucoup avec Mertens devant, qui a un petit gabarit et qui court partout. Benzema est un joueur qui décroche beaucoup, qui n'est pas forcément un joueur de surface. Mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Cette année, l'Atlético a joué avec Llorente devant. On essaye, je pense qu'ils essayent de tourner un peu avec des... Moi j'accuse Guardiola sur ça, parce que c'est lui qui veut jouer depuis des années avec un faux numéro 9. Ouais, donc du coup, comme il joue avec un faux numéro 9, on forme plus de 9, de vrais 9 purs, et au final on se retrouve avec des petits devant, des Ferran Torres, des Phil Foden qui jouent en 9, et Kevin De Bruyne pareil. Donc au final, les coachs s'inspirent de lui en se disant ça a marché, moi je vais essayer aussi. Il y a combien de clubs qui l'ont fait cette année? Mais Mbappé, la preuve en elle-même, le Mbappé c'est pas un numéro 9 à la base, et pourtant maintenant il veut jouer numéro 9. Donc ça veut dire que... Et Bielsa fait le contraire. Il recrute des attaquants qui met milieu relayeur. Est-ce que c'est pas un problème aussi de déresponsabilisation des formateurs à la base qui aujourd'hui sont influencés, c'est normal par ce qui se passe au-dessus, mais qui se disent on n'a plus besoin d'un véritable neuf, on va, comme vous disiez Morgane, on va leur apprendre à jouer à tous les postes. Est-ce qu'on peut pas dans la formation prendre son temps? Parce qu'aujourd'hui l'impression que ça donne, c'est qu'au niveau de la formation les gens sont pressés. On veut des résultats tout de suite, on ne prend plus le temps de former, on brûle des étapes. Vous qui êtes des formateurs, dites-moi un peu comment vous vivez ça. Moi, je le vois au quotidien, je l'ai vu depuis plusieurs années et je continuerai à le voir. J'essaye même d'être visionnaire dans ma façon de voir le football, mais le football actuel, c'est ou des transitions ou des projections. Ça veut dire que tous les joueurs qui sont formés actuellement, et moi-même je le fais avec mes propres petits, quand je leur explique certains postes, notamment le poste de relayeur, je leur dis que le box-to-box, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais la navette entre l'attaque et la défense et que le foot est fait actuellement comme ça. Donc je les forme de telle façon à ce qu'ils soient performants à ces postes-là. Et je me dis aussi qu'à force de jouer avec des faux numéro 9, ça entre guillemets induit la notion de bloc, et le bloc est devenu de plus en plus important. Avant il y avait beaucoup plus d'espace entre les joueurs, maintenant c'est hyper compact. Je vais pas citer tous les coachs qui ont instauré ce style là, mais Mourinho en fait partie, et la notion de bloc c'est devenu essentiel dans le football actuel. Deschamps le fait très bien, et il a très bien fait contre l'Allemagne au premier match. Sans bloc, je pense que la France il prenait 3 ou 4 buts derrière. Donc si à partir du moment où c'est le résultat qui prédomine sur le beau jeu, je pense que c'est aussi une des raisons qui font que les formateurs et les éducateurs actuels ont abondé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, si vous devez choisir entre bien jouer et pas forcément gagner, et mal jouer et gagner, vous faites quoi, Morgane? Je préfère mal jouer et gagner. L'objectif final, c'est la victoire. Donc je préfère jouer à 11 derrière face à une équipe qui est faible, et on a un bon coup de pied arrêté où on s'expose sur une transition offensive, sur une contre-attaque, et que derrière mon attaquante qui est plus rapide se fait faucher, penalty, moi ça me va. 1-0, on rentre à la maison, on a gagné face à des favoris, même si c'est pas un favori, on joue face le pragmatisme à la décharge. Moi, Malik, je m'en suis jamais caché. J'ai toujours été un pragmatique dans ma vie, même dans le football, dans tous les domaines que je peux côtoyer. J'ai toujours été comme ça, je ne changerai pas. C'est pas nouveau. En fait, rares ont été les équipes qui ont proposé du spectacle et qui ont eu des résultats. Le Barça de Guardiola l'a eu, a réussi à allier esthétique et beau jeu. L'Ajax. Et les résultats. L'Ajax à un certain moment aussi, mais c'est très très rare. C'est très très rare. Le football actuel, et quand on voit les derniers vainqueurs de compétitions internationales, que ce soit le Portugal par exemple à l'Euro 2016 ou la France en 2018,
c'est le résultat au-dessus de tout et on n'a pas vu. Et après, il faut avoir un effectif avec de la rigueur sur toutes les lignes. Il faut avoir une rigueur défensive, une rigueur au milieu, une rigueur offensive. Il faut vraiment que l'équipe soit complète de bout en bout pour essayer de mettre un football qui puisse aller dans le sens du spectacle. Aujourd'hui, c'est compliqué sur une saison complète. Oui, mais est-ce que ça veut dire que plus on va avancer, Yacine, moins il y aura de spectacles dans des stades de foot? Pour répondre aux propos de Thiago Alcantara qui disait ça, en fait lui quand il va du Bayern à Liverpool, il quitte un club qui pratique plutôt du beau jeu pour aller vers un autre club qui pratique plutôt du beau jeu. Mais au final il tombe sur une saison galère où il gagne rien, il a du mal, il n'est pas performant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a été habitué pendant plusieurs années à jouer un football de possession et qu'il arrive dans une équipe de Liverpool qui joue tout le temps en transition où il y a énormément d'intensité et il n'est pas adapté à ce style de jeu-là. Donc j'aurais bien voulu qu'il dise dans une interview, c'est pour ça que je dis qu'à 99% je suis d'accord avec lui et que les 1% restants c'est sur son choix de carrière. Pourquoi avoir choisi Liverpool à un moment donné quand tu voyais que tu étais bien et que ça pratiquait du beau jeu du côté du Bayern. Mais voilà, c'est juste pour répondre à ce qu'il disait. Il y a une règle qui existe, mais dont on ne parle plus jamais, c'est la règle des 6 secondes. À l'époque, on disait le gardien de but ne peut pas garder le ballon pendant 6 secondes. Pendant plus de 6 secondes. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, mais rares sont les moments où ça dépasse 10 secondes, Malik. Après, c'est toujours la même chose. Il faut qu'il y ait un seuil de tolérance. Tu peux pas laisser un gardien, tu vas pas compter 1, 2, 3. Là, ce serait ridicule de compter ou de lancer un chrono pour. Dans les autres sports, ils le font. Le handball, ils le font. Dans le basket, ils le font. C'est différent. Au futsal aussi. Oui, mais est-ce que l'arbitre, par exemple, pour donner un peu de piquant au jeu, dès que le gardien de but est couché, par exemple, sur un ballon, Mike Maignan, il a fait ça l'autre fois, les supporters du PSG étaient fous. Mais voilà, dès que le gardien s'empare du ballon, l'arbitre qui monte bien les doigts en faisant comme au basket, comme ça. Alors, voilà, Malik, pour l'obliger à relancer, moi je suis pas contre. On joue, quoi. Malik, moi je suis pas contre cette règle. Par contre, il faut uniformiser. C'est-à-dire que si tu lances cette règle-là, c'est pas un jour un gardien, il a une illumination, il dit ah bah tiens, mais lui il a fait 8 secondes. Bah 8 secondes c'est au-dessus des 6 secondes. On va siffler coup franc indirect à l'entrée de la surface et au final ça va pénaliser l'équipe. Non, faut qu'il y ait un discours qui soit fait par la FIFA en disant voilà, cette règle-là, elle est en place, on veut l'uniformiser à tous les championnats, à toutes les compétitions et qu'à partir de maintenant, on respectera les 6 secondes, elles seront comptées et que si c'est dépassé, eh ben il faudra punir, il faudra sanctionner. Bon, mais voilà, globalement, vous êtes d'accord avec ce que dit Thiago Alcantara. C'est logique en même temps. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne seraient pas d'accord avec lui. Le football manque de magie. Du coup, que faire pour ramener la magie, Morgan? Que faire? Il faut que les institutions comprennent. Il faut aussi que. Moi, je pense qu'avant tout, les joueurs doivent dire vraiment ce qu'ils pensent de ça. Est-ce qu'on a vraiment consulté les joueurs sur ce nouveau mode? Si les joueurs ne sont pas pour, il y a un moment, voilà, comme l'a dit Yacine assez justement tout à l'heure, 10 minutes. Ça change un match. Ouais. Parce que si tu gagnes 2-0, la VAR, elle te coupe 10 minutes. Si t'en prends 3, alors qu'il en reste, il restait 15 minutes plus 10 minutes d'arrêt de jeu, tu t'écroules physiquement. Mais comme le disait il n'y a pas longtemps un influenceur connu dont je ne citerai pas le nom, 10 minutes, c'est pas du temps additionnel, c'est des prolongations. Non, mais je suis d'accord. C'est vraiment. Je suis d'accord avec toi. Donc, checker dans tous les angles, dans tous les machins, dans tous les trucs, sur la position du gars, sur un truc et tout. Hier, t'en parlais en off, le but de Lukaku. Le pauvre gars, il fait du 46 en chaussures. Donc il faut la semaine prochaine, il change de pointure. Je pieds nus. Donc il y a un problème. Et je pense qu'on est en train de perdre. Mais même on perd du monde. Je pense que les joueurs, ils en ont marre de ça. Et je suis désolé. Moi, j'en ai parlé ce week-end. Il y a beaucoup de personnes qui commencent vraiment à se désintéresser du football. Ouais, tout à fait. Parce que voilà, ça devient toujours pareil, c'est toujours la même chose. C'est normal. Morgane parlait des joueurs. Est-ce que vous, en tant qu'éducateur, vous n'avez pas aussi une responsabilité pour essayer de récréer un peu cette magie? Moi, j'essaye de le faire à mon petit niveau, Malik. Mais je pense que. C'est déjà bien. Oui, j'essaye. En fait, moi, j'ai toujours été un fervent défenseur du 1 contre 1. C'est-à-dire que moi j'aime les ailiers qui vont provoquer, qui vont chercher le 1 contre 1 et je demande souvent à mes jeunes dans un match d'aller chercher le 1 contre 1 et d'apporter de la créativité, que ce soit via un dribble, via une passe, via un centre, peu importe la façon dont il le fera, mais j'essaye de former ce type de joueur-là. Par exemple, tout à l'heure tu disais, Morgane, qu'un joueur qui est rapide, toi tu le mettais en numéro 9. Moi, le joueur rapide, je le mettrais sur un côté. Parce qu'il peut déborder et centrer et proposer quelque chose. Donc, je stéréotyperais en tout cas ce style de jeu. Il pousse, comme il faisait Mbappé quand il a commencé. Il pousse, il accélère, il centre. C'est ce qu'il faisait. Maintenant, il est en train de neymariser son jeu. C'est-à-dire qu'il essaye, t'as vu un moment pendant le match contre la Hongrie, il essaye de mettre le petit sombrero comme il le fait Neymar. Ça a raté. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à force de vouloir devenir brésilien dans sa façon de faire, t'en oublies l'essence même de ton style de jeu. Donc, moi, j'essaye de le faire à mon petit niveau en tout cas. Voilà, messieurs, on est complet sur le sujet. On va parler à présent du PSG. Est-ce que ce club est maso?
Ils ont Keylor ils ont Keylor Navas dans les buts, qui fait de bonnes performances depuis qu'il est là, qui leur a même permis parfois de se qualifier ou d'avoir des points supplémentaires en Ligue 1. Et ils vont chercher Donnarumma. On m'a dit oui, c'est une opportunité de marché. Je vais bien. Mais est-ce qu'ils s'achètent une paix sociale, sachant que Navas est très apprécié dans leur vestiaire, Morgan? Alors, sur le premier point, je pense qu'il va y avoir des soucis dans le vestiaire, c'est certain. Si Navas se retrouve numéro 2, voilà, il a fait une grosse saison, il a été le top arrêt au niveau des pourcentages. Et je pense que voilà, en Ligue des Champions, il a prouvé son niveau et il a prouvé par le passé. Aujourd'hui, je pense que là, il va y avoir un problème dans le vestiaire si vraiment Donnarumma prend la place de numéro 1. Maintenant, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'au début, on nous a dit, il l'achète, il le prête. Mais ça sera pas le cas. Ça n'en prend pas le chemin. Ça sera pas le cas. Après, c'est une opportunité de marché. Il a commencé très tôt en sélection, il a commencé très tôt au Milan. Il fait du clean sheet, c'est un top gardien. Il a été capitaine du Milan très jeune. Aujourd'hui, pour moi, à son âge, c'est une opportunité pour le PSG d'essayer, pour une fois, de construire avec un peu l'avenir du club. C'est pas des Alves, c'est pas des Buffon, c'est vraiment des jeunes joueurs. Aujourd'hui, Navas, il va avoir 35 ans bientôt. S'il les a pas, c'est pas trop vieux pour un gardien. Non, c'est pas trop vieux, mais aujourd'hui, je pense que ils veulent vraiment essayer d'aller chercher des jeunes et essayer de construire une équipe compétitive pour la Ligue des Champions. Donc déjà, il faut partir sur le gardien. Maintenant, je suis à la place de Navas et je suis dans le vestiaire, oui, certainement. Moi, perso, en tant que joueur, je le prendrais très mal et j'essaierais un peu de mettre la zizanie, sachant qu'il n'y a pas d'institution PSG, ça risque de vite dégénérer. Leonardo, à mon avis, a du fil à retordre sur cette affaire. Mais je pense que c'est une opportunité de marché, mais dans un sens, il se tire aussi une balle dans le pied. Vous pensez quoi de ça, Yacine? C'est une réponse de Suisse qui vient de me faire, Morgan. D'un côté, c'est une opportunité de marché. Moi, je vais être vraiment plutôt. C'est une réponse à la normande. Ouais, moi, je vais être dithyrambique sur le choix de Donnarumma. Je trouve que c'est un très bon choix. Il n'y a pas que l'opportunité de marché. Je trouve qu'à son niveau, actuellement, à son âge, il n'y a pas mieux sur le marché. Donc, si tu le recrutes maintenant, il y a plus de chances qu'il te fasse plusieurs saisons d'affilée à très haut niveau qu'une saison prêtée et revenir, on ne sait pas ce qu'il va devenir et psychologiquement tu vas le tuer. Le principe même du football et de la progression dans le football, c'est la concurrence. Moi, je vois pas pourquoi tous les postes sont concurrencés au Paris Saint-Germain, sauf le poste de gardien de but, parce que cette année, il n'y avait pas de concurrent. Ne me dites pas Sergio Rico ou d'autres joueurs. Là, il va avoir un vrai concurrent Navas. Et on va voir ce que ça va donner. Et il y a un autre paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que Keylor Navas était beaucoup blessé cette année et qu'il a 35 ans, donc au-delà de son âge, il y a aussi sa condition physique. Il a été beaucoup plus blessé que les années précédentes et que si on continue comme ça, je pense que Donnarumma aura un peu plus de temps de jeu et qu'à un moment donné, il aura sa chance pour s'imposer au poste de numéro 1. Là où ils vont se retrouver dans une situation compliquée, le Paris Saint-Germain, c'est le jour où Keylor Navas se blesse, que Donnarumma devient numéro 1, qu'il est bon, qu'il est performant, qu'il fait gagner les matchs et qu'il fait des clean sheets. Qu'est-ce qu'on fait de Keylor Navas après? À partir du moment où Donnarumma s'est installé, il a pris sa place, l'occasion fait le larron, qui va à la chasse perd sa place, on appelle le cas. Après, je suis d'accord avec toi, parce que tu me dis Donnarumma, faut pas le prêter. Le prêter où déjà? Il faut qu'il soit numéro 1 dans un club. Non, mais je veux dire déjà. Numéro 1 dans un top club. Ouais, mais est-ce que avoir une hiérarchie, c'est pas plus tranquille aussi en termes de gestion que d'avoir deux numéros 1 si, mais il va être obligé de le faire. À l'époque de Buffon, il faisait tourner déjà. Il savait pas qui mettait numéro 1. Là, il va avoir un autre problème. Il y a plein de retours de gardiens là. Areola revient, il y a Bulka qui revient, il y en a d'autres là qui reviennent aussi, Innocent je crois de Caen. Voilà, ils sont pas mal là, ils ont 6 ou 7 gardiens. Bon, il y a Le Tellier, mais on sait très bien que c'est pas pour jouer en première. Il y a Rico, donc il va falloir qu'à un moment il se décide aussi là-dessus. Bien sûr. Donc je pense que sur le poste de gardien, là vraiment Navas était la meilleure recrue à 15 millions par rapport à son palmarès. Aujourd'hui non mais je suis d'accord avec toi, non, mais je te réponds là-dessus. 22 ans. Mais oui, ça veut dire qu'il lui reste potentiellement, il lui reste 15 ans de carrière. Ouais. 15 ans voire plus. Ouais, il est actuellement sur 11 matchs d'affilée clean sheet avec l'Italie. Faut pas l'oublier. Avec le Milan AC, il en a fait énormément cette année. Il était performant. C'est un gardien qui a qualifié le Milan AC en Ligue des Champions. Donc je le vois pas être prêté dans un club entre guillemets de niveau intermédiaire. Ni être numéro 2 d'ailleurs. Mais jamais sera numéro 2. C'est pas un gardien numéro 2. Moi, vous savez que j'aime bien chercher les poux dans la tête des gens. Attends, je regarde. Est-ce que Leonardo ne se venge pas un peu de Navas? Il y a eu une fête
après une défaite. Oui, je me souviens. Et les joueurs C'est avaient pas mal de fêté. jeu de mots, Malik, une fête après une défaite. Voilà, il y a eu un anniversaire. Je me souviens très bien, oui. Je sais plus Oui, l'anniversaire. oui, ils avaient de ramené qui. leurs femmes, etc. Voilà. Oui, je me Et souviens. Leonardo était intervenu, il avait un peu mal parlé aux joueurs. Et Navas fait partie de ceux qui l'avaient un peu recadré pour lui dire voilà, on s'amuse, on décompresse, on n'est pas des gamins, on sait ce qui nous reste derrière. Et derrière, ils se sont qualifiés. Est-ce que Leonardo n'a pas gardé ça un peu dans un coin de sa tête pour se venger? Franchement, s'il a fait ça, ce serait petit. Petit, très petit. De sa part. Oui, je pense aussi, je suis C'est d'accord. possible parce que c'est quelqu'un qui est têtu et qui est assez capricieux dans sa façon de gérer le Paris Saint-Germain, qui est revenu avec des idées pour moi toujours les mêmes. Hein. Il veut recruter principalement italiens. Après, il vient du j'ai Milan. l'impression. Il vient du Milan AC aussi. Oui, Oui, ok. bon, Et alors il y a des bons joueurs Non, ailleurs, mais en il Italie. aura plus de négociations en Italie, tu vois. Non, Bien mais sûr, il y a des c'est bons pour ça qu'il joueurs est, ailleurs il est en resté Italie. sur ce réseau-là, parce que le réseau italien, c'est plus facile pour lui de gérer. Il parle la langue. On sait qu'il a énormément d'affinités avec Mino Raiola. Donc voilà, il serait d'ailleurs, petite parenthèse, il sera bien intelligent d'aller recruter le petit latéral Dumfries là, des Pays-Bas, du Oui, PSV Eindhoven, franchement. parce que c'est un petit de Mino Raiola. Qui coûte Donc, 3 fois moins voilà, cher que que Hakimi. Achraf Hakimi. Donc voilà, ça pourrait être Ouais, une c'est bonne clair, idée c'est clair. pour la parenthèse. Mais Leonardo, il a du souci. Et je pense que le principal souci qui va arriver aussi pour Leonardo, c'est la gestion de Kylian Mbappé. Donc si il arrive à semer la zizanie au poste de gardien, qui perd Kylian Mbappé, je pense que Leonardo fera pas long feu du côté du Paris Saint-Germain. Morgane, pour vous, s'il y a de la vengeance ou si voilà, c'est un pari sur l'avenir? Non, il n'y a pas de vengeance. Il a sauté sur l'opportunité. Il est un ancien dirigeant, un ancien joueur du Milan AC. Il a sauté sur l'opportunité. Aujourd'hui, on est d'accord là-dessus. 22 ans, un gardien d'avenir. Pour moi, il a sauté sur l'opportunité. Et je pense que Paris sera content d'avoir un gardien de cette trempe internationale. Il faut savoir, voilà, comme je l'ai dit, il a commencé tôt. Dans tout, en Non, parce Italie. qu'il y en a qui l'ont comparé un peu à Gianluigi Buffon. Ça n'a rien à voir. Non, ça Buffon, n'a rien à voir. il est venu en fin de carrière. Il est venu, il C'est était en vrai, concurrence c'est avec pas- Areola. c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Mais C'est non, totalement mais- différent. Voilà, on parle d'un gardien qui, encore une fois, je le répète, qui a le potentiel pour être le futur numéro 1 dans le monde. Ouais, C'est tout à pas. fait, Voilà, tout à c'est. fait. Mais Il a- allez, on se projette. Si vous êtes dans la peau de Keylor Navas, Morgan, après Yacine répondra, est-ce que vous voyez ça comme une occasion de vous sublimer dans la concurrence? Est-ce que vous prenez ça comme un désaveu et vous demandez à partir? Alors, ça va dépendre des discussions qu'il va y avoir. Non, Si- arrêtez les réponses à la Ben, normande. mais non, c'est pas une discussion. La normande, arrêtez un peu. Moi, je suis joueur. Je sais que Donnarumma va arriver. Je suis le gardien titulaire du PSG. Je vais prendre attache avec ma direction. Je vais leur dire bon, écoutez, si ma direction me dit non, pour le moment, on n'a pas de décision, même si dans leur tête, je pense qu'ils en ont une aujourd'hui. Je vais essayer de me déchirer pour être le numéro 1, pour faire continuer la chose. Si le club est clair en lui disant bah, cette année, t'es numéro 2, Rico numéro 3, je vais dire pour service rendu, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me faire partir? Je pense qu'il a encore des services à rendre à des clubs, Bien sûr. peut-être pas de la trempe du PSG, mais Oh, pas si, loin non plus, Ah, je des pense clubs qu'il a qui une peuvent belle jouer la cote, Ligue des Il a Champions. une belle cote en Voilà, Première si le, Ligue, hein. si le discours est clair, pourquoi pas dire voilà, j'ai rendu service, est-ce qu'il y a possibilité de me libérer de mon année de contrat, je m'en vais. Voilà, et après il continue à travailler avec les gardiens qu'il y a. Maintenant, si on lui dit ouais, tu te tapes parce qu'on n'est pas sûr, bon après il est pas bête, hein, il a quand même il a 12 ans de plus que le gardien actuel, je pense qu'il a un peu plus d'expérience, il sait très bien pourquoi Donnarumma vient. Moi je serais lui, je chercherai pas parce que je pense que c'est peine perdue, c'est mon avis perso. Et je pense qu'aujourd'hui, il devrait peut-être demander à partir dans un club. Je pense qu'il a des touches pour signer dans des clubs voilà, qui jouent encore une Coupe d'Europe. Même question pour Yacine. Alors, je pense que Si Keylor vous êtes Navas. Keylor Navas. Bien sûr. Alors déjà, si j'étais Keylor Navas, je me souviendrais, parce que je suis encore une fois dans la nostalgie et dans le passé, je me souviendrais que quand Thibaut Courtois est arrivé du côté du Real de Madrid, j'étais le numéro 1 et il est arrivé et il m'a pris ma place. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire qu'il a déjà vécu cet événement-là avant C'est au ça. Real de Madrid. Il arrive au Paris Saint-Germain presque dans la même situation, avec un gardien plus jeune qui va avoir les crocs, qui va vouloir être titulaire et qui va vouloir jouer. Donc je me pose cette question-là. Ensuite, je me dis, l'année prochaine, c'est l'année pré-Coupe du Monde. Ça veut dire que, est-ce que c'est dans son intérêt de quitter le Paris Saint-Germain juste avant, même si on sait qu'il est titulaire au Costa Rica et qu'il n'y a personne qui va prendre sa place, mais je me dis que vaut mieux rester dans un club où le projet est bien défini, où c'est objectif Ligue des Champions l'année prochaine et qu'ils vont tout faire pour la gagner, et c'est aussi pour ça qu'ils ont recruté Donnarumma, donc je pense qu'ils vont faire un petit peu le même système d'alternance, et il y en a qui vont jouer les matchs importants en Ligue des Champions, il y en a qui vont jouer les matchs de championnat de Ligue 1, et je pense qu'au début, en tout cas, si c'est Pochettino toujours le coach, je pense qu'il fera jouer les gros matchs à Keylor Navas, et il fera jouer les matchs
match un peu moins important à Donnarumma. Et qu'à un moment donné, la hiérarchie va peut-être changer selon les blessures, etc. Donc moi, je resterai au Paris Saint-Germain à sa place. Parce que le projet est bon, parce que c'est en prévision de la Coupe du Monde, et parce qu'il a déjà vécu cette situation, et que pour l'instant, qu'on le veuille ou non, il est quand même numéro 1, il restera numéro 1 pendant quelques mois encore. Voilà, on est complet aussi sur le sujet Donnarumma au PSG. On va aborder à présent l'équipe de France. Les Bleus ont été accrochés par une valeureuse sélection de Hongrie samedi dernier, match nul 1 but partout. Est-ce que Deschamps, Yacine, s'est trompé dans le choix de ses hommes lors de ce second match de l'Euro? Si je me base sur le résultat uniquement, Deschamps aurait pu mieux faire effectivement, mais je pense plus au niveau de l'animation qu'au niveau du choix individuel des joueurs qui étaient présents sur le terrain. Moi je me dis quand même que, parce que c'était le débat récemment, et j'en ai marre de l'avoir ce débat, est-ce que Giroud aurait dû commencer titulaire dans un match comme celui-ci? Il ne faut pas exagérer, il suffit que Benzema... En fait c'est ça le problème de l'équipe de France, et c'était une partie de mon coup de gueule, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais il suffit que Benzema soit moins bon pour que tout de suite on veuille le mettre à la cave et que finalement ce soit un mauvais choix, etc. Personnellement, je lui souhaite de marquer rapidement. Il va marquer. Il y a un grand joueur actuel qui a dit que les buts c'était comme le ketchup. Au début, ça faisait du mal à arriver, et dès que la première pression allait arriver, on les enchaînait. Donc du coup, c'est une belle image. Ouais, c'est une belle image. Ouais. Très belle donc du coup, c'est comme le disait Pogba en interview il y a pas longtemps. Dès que Karim Benzema va marquer, il va les enchaîner. Il faut lui laisser cette possibilité-là. Faut qu'il ait confiance toujours en lui. Et Deschamps l'a très bien dit aussi en conférence de presse. Il a dit que de toute façon, dans tous les cas, Karim Benzema serait le numéro 1 et qu'il lui faisait entièrement confiance. Et moi aussi, donc si c'est sur ce poste-là, je pense qu'il a fait le bon choix, Didier Deschamps. Non, mais je parle pas que de non, mais justement, dans la continuité. Il y a eu Digne, il y a eu Rabiot aussi qui était pas bon. Digne, il est obligé de le mettre parce que c'est le numéro 2 derrière Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, c'est plein de douleurs, donc il est obligé de le faire jouer. Moi, personnellement, j'aurais effectivement fait jouer Tolisso à la place d'un Rabiot qui était complètement fantomatique sur le terrain. Mais mis à part ces choix-là, faut arrêter de croire que Pavard, il va être... un jour sorti de l'équipe comme ça, juste parce qu'il a été moins bon sur un match, quoi que ce soit. C'est le gars de Deschamps. À droite, il n'y a pas mieux. Qu'on ne vienne pas me dire Jules Koundé, alors qu'il n'a aucune expérience au haut niveau à ce poste-là. Et surtout pas Léo Dubois, qui n'est pas le joueur le plus performant au poste de latéral droit. Donc, parce que moi, je l'ai entendu dans le débat sur les réseaux. Ouais, pourquoi il ne fait pas jouer Dubois à la place de Pavard? Mais arrêtez vos bêtises. À Lyon, il est complètement catastrophique. Comment tu veux le voir en équipe de France? Il va se retrouver devant un Elie qui va le bosser pendant tout le match. Et au final, on va dire, ouais, finalement, va les mettre Pavard. C'est comme ça. Donc non, moi je pense qu'il s'est pas trompé dans la compo initiale pour répondre à ta question, Malik. Morgan, on sait que traditionnellement l'équipe de France a du mal à faire du jeu. Et contre des blocs bas, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu mettre des vrais ailiers pour essayer d'écarter le bloc? Enfin, vous êtes des coachs, hein. Moi je rebondis sur ce que dit Yacine, l'animation. On aurait pu peut-être mettre deux ailiers, vraiment, un 9,5-10 avec Benzema devant. Ça nous aurait permis de prendre de la vitesse avec un joueur qui pouvait derrière pouvoir organiser le jeu. Et je pense qu'il aurait été intéressant d'aller mettre des ballons devant le but, ce qu'on n'a pas fait. Et enlever peut-être un milieu défensif comme Rabiot et laisser Kanté Pogba à ce moment-là, parce que ça aurait permis à Pogba peut-être de plus s'exposer aussi. C'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps quand il a fait entrer Dembélé. Oui, tout à fait, mais je pense qu'en première mi-temps, on aurait dû les travailler un maximum pour pouvoir prétendre à... Voilà, parce que derrière, quand tu vois la fin du match, ils sont en pleurs, les Hongrois, c'est ils ont accroché le champion du monde. Ils ont accroché le champion du monde. À domicile, devant 60 000 personnes, voilà, ça joue. Donc du coup... voilà, après, est-ce que sur ce genre de match-là, on n'aurait pas pu faire plus de rotation? Il y a eu un débat là-dessus, pour essayer de garder les joueurs face au Portugal. C'était peut-être aussi une question, mais maintenant, faire des rotations pour faire des rotations, est-ce que c'est aussi utile? Aujourd'hui, voilà, pour revenir sur le cas Benzema, aujourd'hui, Karim Benzema ne marque pas. Il y a une statistique, oui, où il n'a pas marqué depuis 30 tirs, voilà. Aujourd'hui, quand ça viendra, et je pense que ça reste un grand attaquant. Faut pas oublier le passé. Et Giroud aura son mot à dire quand il fera ses rentrées. S'il rentre 20 minutes et qu'on a 0-0 et qu'il met un but, ben, c'est sûr qu'on en entendra parler à chaque fois. Non mais regarde, là il rentre, il y a un partout. D'accord? Il rentre à un partout. Et le profil de Giroud, c'est un attaquant de surface qui doit être à la réception des centres. Ouais. Il y a combien de centres? Non, mais il n'y en a pas, on est d'accord. C'est pour ça. Mais donc, en fait, est-ce que c'est tant la faute de l'animation offensive s'il n'y a pas de centre? À un moment donné, Benjamin Pavard, moi je ne l'ai pas vu centrer. Non, mais Lucas Digne, en première mi-temps, il cherchait des possibilités de centre, mais en deuxième mi-temps, il ne les a pas cherchées. Donc en fait, c'est général, c'est global. Après, c'est pas que lié à l'attaquant. Les Hongrois, ils ont bien tenu leur bloc. Hein.
Les deux pistons sur le côté, ils ont fait chier tout le match nos latéraux. Donc nous, on n'a pas eu l'intelligence de jeu de se mettre entre les lignes et entre ces pistons pour pouvoir aller chercher quelque chose. Après, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu non plus d'occasion, Malik. En première mi-temps, il y a eu des occasions. Tu vois, s'ils les mettent, c'est l'autre question, hein, vous êtes des coachs. Est-ce que les remplacements auraient dû intervenir peut-être un peu plus tôt? Plutôt, ce serait à la mi-temps, Malik. Le Dembélé, il est rentré, je crois, 52e, donc 7 minutes après la mi-temps, c'est pas choquant. En plus, il le fait rentrer dans un temps de jeu, dans une phase un peu plus défensive. Et quand il rentre Dembélé, il apporte quelque chose. Même s'il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'erreurs, il apporte quelque chose. Donc ça veut dire que son coaching, il est plutôt bon. Et certes, il se reblesse derrière et il est obligé de faire rentrer Thomas Lemar. Mais sinon, son coaching, il est bon. Et je pense qu'il le fait au bon moment, dans un temps fort. Effectivement, s'il égalise derrière Dembélé, ça peut être la folie, ça peut changer le match. Je sais que c'est pas arrivé, donc tout ce que je viens de dire, ça compte pas. Mais au final, je pense que ces changements, ils ont été faits au bon moment. Peut-être que j'aurais fait rentrer Tolisso en même temps que Dembélé, j'aurais sorti Rabiot et qui c'est qui est sorti et Pogba à un moment donné. Je les aurais sortis tous les deux en même temps, parce que Pogba était pas dedans. Morgan, l'équipe de France, même sans avoir joué contre le Portugal, est déjà qualifiée. Au bénéfice de son total de 4 points qui fait d'elle un des meilleurs troisièmes. Maintenant, quel sera l'enjeu du match contre le Portugal? Est-ce qu'il faut gagner? Est-ce qu'il ne faut pas gagner? S'ils terminent premier, ils affronteraient la Suisse ou l'Ukraine. S'ils terminent deuxième, ce serait l'Angleterre ou la République tchèque. Et la finissent Belgique troisième, ce sera soit Belgique, soit Pays-Bas. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Je finis deuxième. Je finis deuxième. Angleterre ou République tchèque, c'est... mais la première place, elle est pas mal. Ouais, mais... S'ils finissent premier, c'est Suisse ou Ukraine. Moi, je parle je suis compétiteur. Moi, je vais pas à un match contre le Portugal. J'ai le remake de la finale, quand même, où je me fais éliminer à l'Euro face au meilleur troisième de la poule, qui fait que des matchs nuls. Et là, si je peux dire à Ronaldo, écoute, mon grand, cette fois-ci, là, on va au moins gagner en poule contre toi. Peut-être tu nous battras plus tard. Mais là, déjà, je vais un peu me venger. Si je peux te mettre 2 ou 3-0, je vais essayer de te le mettre. Et même, c'est pour la confiance de derrière. Ouais, donc, si moi, je veux gagner. Moi, c'est pour gagner. Je parle de trucs. Après, sur ton choix, je le comprends. L'Angleterre, c'est pas fou. La République tchèque, à part leur but en lobe exceptionnel, voilà. Ouais. Après. Oui, mais Suisse ou Ukraine aussi. Les Suisses. Attention, Malik. Moi, j'ai du mal avec ceux qui me disent que la Suisse a un bon tirage. Parce que certes, ils ont pris 3-0 contre l'Italie, mais Suisse, attention à la Suisse. Ukraine ou Angleterre, République tchèque. Moi, je préfère jouer en Angleterre, République tchèque. Je t'assure, Malik. Vous préférez ne pas battre le Portugal ou faire juste un nul? Nul, c'est bien. Juste un nul. Nul, je finis deuxième, je joue la République tchèque, je les sors en 8e. En quart, tranquille, on sait jamais ce qui arrive. Attends, on n'est pas sûr. Moi, c'est pareil. Moi, j'attends de voir les Hongrois. C'est si les Hongrois ils font un match de fou contre l'Allemagne. Mais on sait jamais. Je vais dire, on sait jamais. Oui. On sait jamais, il suffit que ça sera là. Et c'est l'apothéose, ils marquent un but, les Hongrois. Derrière, ils tiennent le truc. Donc en fait, la chose la plus importante, c'est de ne pas perdre. Bien sûr. Ne pas finir troisième. Exactement. Voilà. Parce que le troisième, c'est soit la Belgique, soit les Pays-Bas. Là, par contre, c'est se mettre une balle dans le pied. Parce que c'est compliqué comme tirage. Après, pour rejoindre ce que disait Morgan, il y a une petite revanche contre le Portugal. C'est une équipe qui est traumatisée, qui a pris 4 buts contre l'Allemagne et qui, quand même, a des difficultés actuellement. L'équipe de France a battu l'Allemagne. Donc, si on suit une logique statistique, si tu bats l'Allemagne, que l'Allemagne bat le Portugal, normalement, tu dois battre le Portugal. Donc voilà. Cristiano Ronaldo, c'est une chose, mais derrière, il n'y a personne. Moi, quand je regarde le Portugal, il n'y a personne. À part les petits jeunes qui sont rentrés au cours du match, il y a Renato Sanchez qui a fait une très bonne rentrée. Sinon, franchement, j'ai rien vu. On en avait parlé. Sur le papier, il y avait une belle équipe, mais sur le terrain. Gossen, il a mangé ses médos tout le match. C'est impressionnant. S'il y avait eu Cancelo, ça aurait été notre match. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Du coup, si vous deviez être amené à faire des changements dans la perspective du match contre le Portugal, vous feriez quoi, Yacine? Moi, le seul joueur que je retirerais de la composition serait Rabiot. Je mettrais Tolisso à sa place. Et je ferais revenir Lucas Hernandez au poste de latéral gauche à la place de Lucas Digne. Mais sinon, il n'y a que 2 changements sur 11. Et vous, Morgan? Moi, j'aimerais bien quand même qu'il essaye ce 4-2-3-1 que j'affectionne, avec Griezmann en soutien de Benzema, et mettre 2 vrais ailiers. Coman et Mbappé, Coman et Mbappé sur les côtés. Et soit mettre Pogba Kanté ou Kanté Tolisso, mais plus Kanté Pogba parce que Pogba peut plus se projeter avec un Kanté derrière en soldat et essayer un peu de voir un peu ce que ça donne, parce que sur la transition ça peut nous permettre d'avoir 2 joueurs
à l'intérieur du jeu, avec nos ailiers qui peuvent rentrer à l'intérieur. Moi, je pense qu'il faudra essayer ça en 8e, pas maintenant. Parce qu'ils sont fatigués. Qu'on le veuille ou non, ils ont fait une grosse prépa avant le premier match contre l'Allemagne. Et je pense que si tu continues à mettre Kanté, Pogba ou Kanté, Tolisso, Kanté, il va être cramé. Non, mais je suis d'accord. Faut arrêter de cramer, tu vois. Ça se trouve, on garde un milieu à 3 où ça travaille plus et on aura le temps pour l'animation offensive de trouver des solutions. Ouais, après, faut voir ce qu'il va faire contre le Portugal. Ça se trouve, il y en aura des surprises, on verra. Eden Hazard est-il capable d'être le futur patron du Real Madrid, Morgan? Franchement, là, je sais pas cette question. Quelle transition. J'imagine on passe d'animation offensive à Eden Hazard. Eden Hazard, franchement, hier, il rentre sur l'avant-dernier match. Hier, il est titulaire, il fait tout le match. Moi, il m'a pas transcendé. Pour moi, c'est pas un patron. Dans le groupe belge, c'est pas du tout un patron. Hier, je l'ai vu. Il y a des mecs qui ont plus de charisme que lui, un mec comme De Bruyne, un mec comme Lukaku, ça donne envie d'être leader. Aujourd'hui, il va être leader où, franchement? Au McDo. Oh, arrêtez. Non, voilà. Non, pardon. Non, mais aujourd'hui, il fait de la pub actuellement pour du chocolat. Aujourd'hui, il est arrivé au Real, il a pas été influent dans le jeu du Real, il est pas influent dans le jeu de sa sélection actuellement. Oui, mais il a connu une actuellement. saison galère avec pas mal de blessures. Oui, mais je suis d'accord, mais justement, la question c'est être patron dans une équipe. Mais il va et tout. Même s'il n'y a pas Ramos, il y a quand même des tauliers, quoi. Voilà, oui, mais non, lui, il sera pas taulier. Après, Morgan, il y a taulier en Belgique et taulier au Real. Là, je pense que la question de Malik, elle est vraiment ciblée Real de Madrid. Au Real, c'est mort. Parce qu'au Real Madrid, je pense que sans Ramos, il reste quelques cadres. Ça sera Benzema le capitaine. Benzema, il y a Benzema, ou peut-être Modric, qui est encore là. Il parlait peut-être de Casemiro, capitaine. Non, mais Casemiro, justement, on l'appelle El Jefe. C'est-à-dire qu'il parle peut-être pas beaucoup, mais il harangue, il fédère ses joueurs. Voilà. Est-ce que vous voyez Eden Hazard devenir le patron? En fait, Hazard sera jamais le patron du Real Madrid pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est même pas le patron de lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire la vérité. Il arrive avec une condition physique qui est exécrable. Sur le terrain, je l'ai jamais vu haranguer ses coéquipiers. En tout cas, moi, je parle vraiment en termes de leader charismatique. Je l'ai jamais vu. Leader technique, oui. Parce que je pense que l'année prochaine, les ballons passeront beaucoup par lui et qu'il aura une part très influente du jeu, sauf s'il recrute un ailier droit qu'on connaît en équipe de France dont le prénom est Kylian. Mais ça c'est un autre débat. Et Eden Hazard, je pense que dans une équipe comme le Real Madrid, quand il y arrive, c'est pour être sur la pointe des pieds, c'est pas pour être le leader. Voilà, c'est pas du tout son profil. Et récemment, José Mourinho disait que c'est plus le talent d'Eden Hazard qui était sur le terrain que la qualité de son travail. Donc c'est pas un bosseur. Un leader, ça doit être un bosseur. Ça doit être un exemple, que ce soit à l'entraînement ou sur le terrain. Et actuellement, je pense qu'à part Benzema, Modric et Casemiro, voire Kroos, parce que Kroos c'est aussi un top joueur à ce niveau-là. Et à l'entraînement, il est connu pour être très très bosseur. Je pense qu'il y a personne qui a le statut de leader ou qui va pouvoir porter le brassard de capitaine l'année prochaine au Real Madrid. Suite à l'avancée de notre programme que vous avez préparé en amont, suite à cette question que nous on a eu il y a quelques jours, j'ai quand même bien observé son attitude hier en Belgique. C'est pas lui qui dit aux gars il faut se placer. Déjà Martinez il passe pratiquement par tous les autres joueurs avant de lui parler à lui. C'est des Vermeulen qui sont derrière qui haranguent ses joueurs. C'est des Lukaku qui sont là à toujours booster les joueurs. De Bruyne, rien que par sa capacité technique déjà t'as envie de jouer avec lui. Déjà t'es attaquant, tu te régales. Witzel il sort aussi quelque chose. Il court tout le temps donc voilà. Et je trouve qu'il est là. Il fait pas beaucoup. Hier, il bougeait pas beaucoup. Il restait toujours vraiment sur son côté. Il a eu beaucoup de déchets techniquement avec leur petite talonnade. Et puis leur complicité avec Chadli, elle est faible. Je le trouve pas. Quand il demande ça, mais sérieusement, il faut qu'il se pose des questions. C'est quoi d'être leader? Est-ce que Yacine, c'est pas de la communication? Je m'explique. Avec la saison galère justement qu'il fait, avec le départ de Zidane qui a plaidé pour qu'il arrive, est-ce que dans sa tête, il se dit pas, on va peut-être vouloir me transférer, moi j'ai envie de rester, donc je prends les devants. Est-ce qu'il n'y a pas un soupçon de communication dans cette histoire? Il y a une forme de communication. C'est de la communication gentillette. C'est pas le cadre qui dit moi je suis le patron au Real Madrid, je veux ma place, je veux mon brassard, je veux mes responsabilités, donnez-les-moi. C'est pas ce type de communication là. C'est vraiment c'est pour montrer voilà, je suis là les gars, je vais faire un bon euro.
je vais revenir, je vais être en forme. De grâce, Vous ne pouvez me compter, vendez pas. Voilà, gardez-moi, recrutez un autre joueur autour de nous pour qu'on puisse aller loin dans les grandes compétitions. Et puis moi, je ferai mon travail, j'essaierai d'être en forme, j'essaierai de faire une bonne prépa physique, de pas trop manger et de pas venir avec un surpoids. Et ensuite, peut-être qu'on pourra. Je pense que ça va être son vrai combat, cette intersaison. C'est ça, exactement. Ça va être compliqué, surtout si la Belgique va loin à l'Euro. Ouais. Surtout que voilà, il revient de blessure avec la sélection et en plus, il fait une saison catastrophique. C'est pas le grand hasard qu'on connaît de Chelsea. Moi, hier, je l'ai vu boiter à un moment, j'ai eu peur. Franchement, quand je l'ai vu boiter hier, après un contact, j'ai eu peur. Aïe, j'espère qu'il ne s'est pas reblessé, quoi. Mais bon, tout va bien. Ça, c'est lié, c'est un peu le cas de beaucoup de joueurs actuellement. L'hygiène de vie, on a vu Ousmane Dembélé qui s'est encore reblessé au biceps fémoral. À un moment donné, voilà, faut qu'il se remette en cause. Il n'y a pas longtemps, il faisait une interview, il y avait Rabiot, Lloris et Dembélé. Et il disait que qui c'est qui était le meilleur à la console. Tout le monde a dit c'est Dembélé, c'est normal, il se couche à 5h du mat. À un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Tous les autres joueurs le disent, c'est que c'est la vérité, tu vois, c'est pas une légende. Il faut que les enfin, j'ai failli dire les gamins, mais c'est vrai, c'est les gamins. Ah, il a 24 ans maintenant, il faut qu'il se remette en question. La qualité du sommeil, elle est importante. Bien sûr, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. Et c'est tout ce qu'on appelle la préparation cachée. De l'ombre, voilà, tout à fait, travail de l'ombre. Voilà. Bon, on a parlé du Real, on va parler du rival. Laporta a dit aux socios, attention, la Super League, c'est pas complètement enterré. D'ailleurs, quand je vois les sanctions qu'on a infligées au club anglais, c'est peut-être possible qu'on le refasse, Morgan. Est-ce que ça fait peur, ça, une déclaration comme ça? Ou bien vous trouvez l'UEFA assez costaud pour arrêter tout ça? Je pense qu'à un moment ou à un autre, si ça ne suit pas, l'UEFA va faire le nécessaire. Mais je dirais à Laporta quand même qu'il se concentre vraiment sur le championnat, qu'il essaye de reconquérir le championnat déjà. Tout ce qui est coupe en Espagne, essayer de reconquérir la Ligue des Champions. Qu'il lâche un peu le PSG aussi, parce qu'il a une dent contre le PSG. Ouais, mais voilà, mais je pense qu'il devrait s'occuper vraiment du club, le restructurer correctement, faire un bon recrutement, essayer de reconquérir l'Espagne, pourquoi pas la Ligue des Champions, faire un bon projet. Au lieu de s'occuper de la Super League, où tous les week-ends tu vas jouer contre les mêmes équipes, ça va t'apporter pas grand-chose, à part de l'argent peut-être. Et encore, si ça coule pas dans peu de temps. Moi, je pense que le Barça doit redevenir le Barça d'avant. Donc ça serait bien qu'il arrive à restructurer tout ça et reconcerner ses joueurs. Et déjà, ça sera bien. Et qu'ils mettent vraiment un entraîneur qui tienne la route avec l'identité du Barça. Et puis... Non, sans ça, mais quelqu'un qui vienne apporter cette culture et c'est vraiment important. Morgan, tu penses pas qu'il a déjà réussi à l'apporter en 3 mois à faire plus que Bartomeu pendant 4 ans? Parce qu'à un moment donné, il a réussi à obtenir un prêt récemment de 525 millions qui a été validé par les socios. Il s'est fait réélire à l'unanimité. Il a maintenu Koeman, mais il a quand même menacé. Il lui a montré c'est moi le président. Il lui a dit c'est moi le président. Donc si t'as pas de résultat, tu vas sauter. Derrière, t'as un Xavi qui est prêt. Qui arrive, etc. Laporta, dans sa communication actuellement, il est bon. Et parler de Super League, c'est anticiper sur ce qui va se passer dans le futur. Et il sait pertinemment qu'à un moment donné, la Super League, elle va se faire. C'était peut-être un feu de paille et ça n'a pas duré longtemps. Mais le simple fait d'avoir cette menace-là, l'UEFA, ils en sont pas insensibles. C'est pour ça qu'ils n'ont pas sanctionné le Barça, le Real et la Juve, qui sont à l'origine de ça. Ils les ont laissés tranquilles en disant on vous laisse faire vos Ligues des Champions, faut pas recommencer. Mais ça veut dire que si un jour il y a tous les clubs qui se mettent d'accord, parce qu'un jour, il faudra réformer la Ligue des Champions. Je ne sais pas si tu as vu la prochaine édition en 2024, ce que ça va devenir. C'est n'importe quoi. 32 clubs, ça joue dans tous les championnats, c'est des phases bizarres, ça va être des poules et ça va être les 5 premiers qui vont passer, mais il y a aussi les 6e et les 8e qui vont se jouer en confrontation directe, comme le font actuellement les playoffs en NBA. Donc, ils ont un peu dénigré la Super League sur cette façon de fonctionner, mais je pense que le football, actuellement, va vers l'élite. L'élitisme du football, ça va exister. Et le Barça veut faire partie de cette élite. C'est pour ça que Laporta a ce type de discours-là. Lui, il pense élite, il pense à grand club, il pense à l'essor de la marque Barcelone dans le monde entier, même si c'est déjà un grand club, mais encore plus que ce que ça va devenir. Et je pense que quand tu auras les Super League, tu as toujours besoin de... Faut penser aux amateurs aussi. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, je pense que l'objectif, c'est que le Barça reprenne du poil de la bête sur le sportif. Laporta, il fait une bonne communication, il va essayer de mettre un bon recrutement, un bon staff. Mais Est-ce que c'est un petit coup de pipeau là, pour ces socios?
Non, c'est ce que dit Yacine, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, il veut remettre le Barça. Mais pour moi, en tant que supporter du football, je dis pas que je suis supporter du Barça, j'aimerais que le Barça retrouve une identité de jeu, vraiment quelque chose, et qui reconquérisse un peu. Qu'on voie un vrai Barça, pas un Barça un peu défaillant, qui joue face à une équipe de D4 qui a du mal à gagner, un coup d'éclair de Dembélé, une grosse frappe, et puis voilà, ou aller jusqu'au prolong, ou vraiment qu'on retrouve un peu un Barça un peu... on l'a vu cette année. Après, le recrutement qui a été fait, qui a été instauré par Laporta là, sur les premiers noms, c'est plutôt cohérent. Même si Wijnaldum, ils n'ont pas réussi à le récupérer, mais au départ, ils étaient en tête dessus. Ouais. Ils prennent un Agüero, ils viennent de récupérer un Memphis Depay, ils ont payé Garcia derrière. Les 3 libres en plus. C'est normal, parce que financièrement, justement, mais c'est pour ça, mais c'est du bon recrutement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est le jeu, moi, c'est sur le terrain. À l'heure actuelle. Tout à fait. C'est sur le jeu, après, moi, je te parle. D'accord. Après, c'est vraiment Coman. On va voir ce qu'il va faire. Mais là, super recrutement. 3 joueurs libres. Garcia, c'est l'avenir. C'est un jeune. Agüero, il a encore des belles cartes devant lui. Si tu lui donnes confiance, ça le fera. Fati qui reviendra. Bien sûr. Fati qui reviendra. Mais comment les faire jouer maintenant? Depay, Agüero, Messi, Dembélé, Griezmann, Fati. Ils sont 6 pour 3 postes. Et t'as Pedri derrière qui est performant. T'as De Jong qui est inenlevable. Alors, la concurrence sera valable pour eux tous. T'as le petit Trincao aussi. T'as toujours Braithwaite. Ouais, non, Braithwaite, il retourne à Toulouse, peut-être. 18 millions? Non, c'est trop pour Toulouse. Votre coup de cœur, votre coup de gueule, Yacine? Alors, moi, j'ai 2 coups de cœur et je laisserai ceux de Morgane après. Allez, rapidement. Mon premier coup de cœur, c'est, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Malik, c'est le match 7 entre les Bucks de Milwaukee et les Nets de Brooklyn, qui est un des plus beaux matchs de playoff que j'ai vu sur les 10 dernières années. J'ai apprécié un Kevin Durant complètement au bout du rouleau, qui avait plus de force, le pauvre. Et je suis content pour Giannis parce qu'on l'a tellement charrié sur ces 2 titres de MVP en disant qu'il a jamais rien gagné dans sa vie et qu'il les méritait pas. Et là, j'espère pour lui qu'il gagnera et qu'il remportera cette fameuse bague NBA. Et mon deuxième coup de cœur, c'est pour le Danemark. Danemark a réussi à se qualifier de façon miraculeuse. Et franchement, c'est la victoire du cœur, c'est pour Eriksen. C'est mérité par rapport à la première mi-temps contre la Belgique, où ils font une super première mi-temps, où ils méritent de gagner ce match-là, et l'entrée de De Bruyne a tout changé. Mais je suis vraiment content pour le Danemark, qui a été très performant, et qui a été très bon hier contre la Russie, et qui mérite amplement sa qualification en 8e. Morgane, votre coup de cœur? Moi, mon coup de cœur... Bon, après, on va me dire que c'est facile, mais... Rien n'est facile. Sur la première phase... je veux quand même dire que je suis vraiment impressionné par les prestations de Lukaku. Parce que franchement, j'ai encore observé son jeu hier et je trouve qu'il a une influence énorme. Il sait tout faire. Il a un gabarit hors du commun. Il se déplacer, il est rapide dans ses gestes. Bon on se moque de moins en moins de lui. Sur le but qu'il met hier, il enrhume le mec juste en se retournant par rapport à son gabarit et tout. Et il a une entente avec De Bruyne. Si les deux joueraient dans le même club, ça ferait des états. Ils étaient dans le même club à un moment donné. Hein. Oui, à Chelsea. Mais après, Mourinho n'a pas fait le nécessaire avec Mohamed Salah et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, je trouve que Lukaku peut être une révélation. Une révélation vraiment de... Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur. Hein. Il marque une confirmation sur le plan international. Ça serait intéressant qu'on le voit un peu sur le plan international. Et votre coup de gueule, vous avez la main, vous la gardez. Mon coup de gueule, ça va être la prestation de l'équipe de France, malgré tout, parce que je pense qu'aujourd'hui, on aurait dû assurer ce match contre la Hongrie. Sans manquer de respect à la Hongrie, bien sûr, qui a donné et on peut que les féliciter. Mais aujourd'hui, je pense que la France se met beaucoup de poids sur le dos avec cette étiquette de favori. Et je pense que sur ce match-là, on aurait dû aller chercher la victoire, même difficilement, mais on aurait dû obtenir ces 3 points qui nous auraient mis aujourd'hui en sécurité, là, à l'heure actuelle, même si on est qualifié. Parce que si on finit 3e, on se tire, comme l'a dit Yacine, Belgique aux Pays-Bas. Faut pas avoir peur de la Belgique. On n'aura pas peur. On va régler l'histoire du SOM une bonne fois pour toutes. On l'aura, mais ça fera peut-être un stress supplémentaire. Et je pense qu'on aurait dû certainement assurer ce match au mieux. Yacine, votre coup de cœur? Non, mon coup de gueule. Ah, votre coup de gueule, parce que j'en parle rapidement sans développer, mais c'est
des personnes qui se servent actuellement du foot et du sport pour déverser certaines opinions politiques. Ça me dérange. La dernière affaire en date, c'est l'histoire de l'Alliance Arena qui veulent mettre aux couleurs LGBT. Franchement, j'aime pas trop. Ouais, l'UEFA a refusé, mais j'aime pas trop. C'est comme si un stade se mettait aux couleurs de la Palestine ou autre. Peu importe la cause. Le foot n'est pas là pour ça. Le sport n'est pas là pour ça. Il est là pour véhiculer certaines images, mais pas pour défendre des idées politiques et des opinions. Donc voilà, je voulais en parler rapidement. Non, c'était un très bon coup de gueule. Voilà, c'est sur ça en tout cas qu'on va terminer cette émission qui a été réalisée par le Master Miss Francis Pronzola. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Merci, bonne soirée à tous.